Président de la République de Cabo Verde, Son Excellence Jorge Carlos Fonseca, Messieurs les ministres accompagnant le Président de Cabo Verde, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, M. Oumar Anne, Messieurs les ministres, Monsieur le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop, le professeur Ibrahima Diop, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux, Messieurs les membres du Conseil restant, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs de la communauté capverdienne, Mesdames et Messieurs, enseignants-chercheurs de l'Université Cheikh Anta Diop et des autres universités, chers étudiants, chers invités. En moins de 2 ans, nous recevons dans cette salle Son Excellence, le Président du Cap-Vert, la première fois pour entendre sa leçon inaugurale. Et cette fois-ci, en ce vendredi 6 décembre 2019, pour lui remettre, lui décerner le titre de docteur honoris causa. Et pour lui souhaiter la bienvenue, je demande à Monsieur le recteur, le professeur Ibrahima Diop, de lui adresser la parole et d'adresser la parole à cette auguste assemblée. Excellence, Monsieur le Président de la République de Cabo Verde, professeur Jorge Carlos de Almeida Fonseca, Son Excellence, Monsieur Fernando Elisio Frère, ministre des Affaires parlementaires et de la présidence du Conseil des ministres, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr Cheikh Oumar Anne, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République de Cabo Verde, M. Ignacio Ferino Carvalho, Excellence, Madame l'ambassadeur du Sénégal en République de Cabo Verde, Excellence, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, Monsieur le Président de l'Académie nationale des sciences et techniques, Messieurs les recteurs, Monsieur le doyen de la Faculté des sciences juridiques et politiques, Messieurs les doyens directeurs du FR, Monsieur le secrétaire général de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Messieurs les directeurs d'écoles et d'instituts, Mesdames, Messieurs les directeurs centraux de l'UCAD, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux et représentants des syndicats, Mesdames, Messieurs les membres du personnel d'enseignement et de recherche, chers collègues, chers membres du personnel administratif, technique et de service, chères étudiantes, chers étudiants, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, honorables invités, en vos titres, grades et qualités, je vous salue. L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, en ce moment solennel, a le plaisir de recevoir et d'honorer son illustre hôte, le professeur Jorge Carlos de Almeida Fonseca, ci-devant président de la République de Cabo Verde, récipiendaire du doctorat honoris causa de notre institution. Rappelons que notre récipiendaire, en recevant les titres du docteur honoris causa de l'UCAD, rejoint ainsi une longue lignée de l'histoire de notre université qui compte parmi ses lauréats Sa Majesté le roi Hassan II du Maroc en 1964, M. René Maheu, secrétaire général de l'UNESCO en 1970, Nelson Mandela en 1992, Federico Mayor en 1997, Madame Michel Gendreau Massalou, recteur de l'Agence universelle de la francophonie en 2006, le professeur Jean-Marie Dequetel en 2011, pour ne citer que quelques-unes des figures majeures de vos prédécesseurs. Mesdames, Messieurs, chers invités, permettez-moi d'abord, au nom de la communauté universitaire, de remercier Son Excellence pour l'honneur, l'attention et l'estime qu'il nous manifeste en acceptant de répondre à notre invitation pour la 2e fois en moins de 2 ans. Mesdames, Messieurs, chers invités, Excellences, je voudrais, après ces mots de bienvenue, partager avec vous quelques réflexions sur la dimension panafricaine de notre institution
fondement de notre politique de coopération universitaire, mise au service de la construction du commun destin que partagent le Sénégal et le Cabo-Verde, pays voisins et amis. Vous nous promettez, Excellence, Monsieur le Président, de délivrer aujourd'hui votre allocution sur le thème « L'homme et la parole, les chemins sinueux de la liberté et de la fraternité ». Nous en sommes ravis et vous souhaitons chaleureusement encore une fois la bienvenue à ce banquet de l'esprit, car nous gardons encore en mémoire votre mémorable visite du 27 avril 2018. Lors de cette cérémonie, vous aviez délivré un cours magistral sur le thème « Les défis du développement et de la démocratie en Afrique, le cas particulier de la République de Cabo-Verde » en cet amphithéâtre historique dénommé Khali Amar Fall. Nous voudrions donc, en prélude à votre leçon, partager quelques réflexions sur la marche du monde en ces chemins sinueux de la liberté et de la fraternité. Puisque le monde marche et on ne craint plus l'inquisition en l'affirmant, comme naguère Galilée qui nous a appris, à la suite de Copernic et au péril de sa vie, les lois de l'héliocentrisme faisant faire aux sciences physiques de l'époque un grand bond en avant. Toutefois, dans le contexte actuel des évolutions en cours, la liberté d'expression, si chère aux hommes de pensée et aux universitaires, est confrontée à des périls que nous avons le devoir d'identifier et d'endiguer. Et le grand mérite du romancier et essayiste anglais George Orwell est d'avoir mis à nu, dans son fameux livre 1984, notre capacité d'autodestruction portée par les pouvoirs de contrôle des machines totalitaires d'oppression de la liberté de pensée et d'expression. Le monde qui est le nôtre a acquis une grande capacité à s'infliger des souffrances et à les faire subir aux hommes et aux femmes dans leur esprit et dans leur chair à un point insoupçonné jusqu'ici. Pour s'en convaincre, il nous suffit de revisiter l'histoire des conflits du siècle dernier, avec les machines de guerre en Europe, entre nations et dans les colonies, en particulier en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Quelle est la force qui a défait ces machines de guerre et d'oppression? Et d'ailleurs, sont-elles totalement défaites? Quel piège se dresse encore sur la marche du monde en ces chemins sinueux de liberté et de fraternité? Si nous retournons sur les ruines des derniers conflits du totalitarisme et de la décolonisation, nous retrouvons un peu partout les traces de l'esprit, aux prises avec l'histoire, pour le respect de la dignité de l'homme, de la liberté de pensée et d'expression. En sont des expressions caractéristiques en Europe, les fictions d'Orwell et d'Aldous Huxley que nous venons d'évoquer. Le récit autobiographique de Primo Levi, échappé des camps d'extermination nazis. Le combat exemplaire de Mahatma Gandhi en Inde, d'Amilcar Cabral en Guinée-Bissau et aux îles du Cap-Vert, de Kwame Nkrumah au Ghana, de Cheikh Anta Diop, Mamadou Dia et Senghor au Sénégal, et plus récemment du président Nelson Mandela et de Desmond Tutu en Afrique du Sud. Ces figures de la pensée et de l'action politique esquissent les leçons de la longue traversée de l'ombre, la marche du monde en ces chemins escarpés que vous allez interroger tantôt avec plus de pertinence que je ne puis le faire. C'est le lieu de rappeler que si le monde marche toujours vers plus de lumière, l'histoire, elle, évolue. Elle avance suivant un cours imprévisible et souvent incertain que les universitaires interrogent dans ces méandres, en particulier avec les philosophes, historiens, écrivains et hommes de lettres qui ont du mal à appréhender et à faire partager leurs inquiétudes, mais aussi leur optimisme. L'extrême droitisation du monde fait aujourd'hui craindre le pire aux plus sages d'entre nous. Mais à l'échelle de la planète, les colères populaires nous rappellent la capacité des peuples à frayer un chemin à l'histoire dans les plus étroites des portes. L'université, havre de liberté, protégée depuis sa fondation par des franchises, est à la pointe de cette marche à laquelle nous convie l'idéal de paix et celui de progrès. C'est à ce titre qu'elle a apporté une contribution inestimable à l'humanité. De la Renaissance européenne à nos jours, de Giordano Bruno à Erasme,
d'Averroès à Ibn Khaldoun, de Nasr al-Din à Thierno Souleymane Baal, de Kocci Barma à Khalima Diakhaté Kala, de Cheikh Moussa Camara à Cheikh Moussa Ka. Un fil ténu mais ininterrompu de la pensée humaniste a tracé son sillon de l'Europe au pourtour de la Méditerranée, des rives du Niger à celles du fleuve Sénégal, de la côte atlantique aux îles du Cap-Vert. C'est un legs commun à l'esprit qui dessine ainsi une cartographie de la pensée critique que nous revendiquons en tant que communauté universitaire, dépositaire des traditions humanistes de liberté et de fraternité au fondement de l'humaine condition, en ces diverses manifestations de la parole et de la plume. L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, dans sa vocation panafricaine, n'a pas dérogé à la règle en perpétuant ce patrimoine de la défense et de l'illustration des exigences et traditions de liberté et d'humanisme. Premier établissement d'enseignement supérieur en Afrique francophone, fondé en 1957, accueillant et formant les futurs cadres des États nouvellement souverains au début des années 1960, notre institution a conservé son orientation panafricaine et universelle. Elle compte aujourd'hui près de 79 000 étudiants se répartissant en 24 nationalités provenant de tous les continents. Largement ouverte sur son environnement régional, l'UCAD s'est par ailleurs très tôt engagée aux côtés des peuples des pays voisins en lutte pour préserver leurs droits et surtout leur dignité. C'est ainsi que notre université, à travers son mouvement étudiant et enseignant, s'est impliquée de bonne heure dans les luttes de libération nationale des anciennes colonies portugaises d'Afrique, notamment celles de la Guinée-Bissau et des îles du Cap-Vert, votre cher pays. Dans cette trajectoire, les études et recherches sur la langue et les civilisations lusophones ont été introduites dans les programmes et systèmes éducatifs dès 1960 pour l'enseignement secondaire et plus tard en 1972 pour l'enseignement supérieur. C'est en effet en 1972 que fut créée la section de portugais au département de langue romane de la Faculté des lettres et sciences humaines. Sur un autre plan, le Sénégal, sous le magistère du président Léopold Sédar Senghor, a soutenu les peuples bissau-guinéens et capverdiens dans leur lutte patriotique pour l'indépendance de leur peuple. Les soutiens multiformes apportés par notre pays aux vaillants combattants du PAIGC ont non seulement participé à la libération des sociétés auxquelles l'histoire et la géographie nous lient, mais aussi à l'avènement majeur de la révolution des œillets de 1974 qui fit entrer l'ancienne puissance coloniale elle-même dans une ère nouvelle. La lettre ouverte de Amilcar Cabral aux citoyens capverdiens résidant au Sénégal montre l'importance de la contribution de notre pays à la lutte de libération. Voici quelques passages de cette fameuse lettre. Le Cap-Verdien résidant au Sénégal s'est libéré d'un cauchemar. Il peut même dire qu'il est un des premiers fils du Cabo-Verde libéré du joug colonial. Bien sûr, le gouvernement sénégalais qui l'a aidé à conquérir cette nouvelle situation prendra des mesures adéquates pour que chaque émigré du Cabo-Verde soit légalement un Cap-Verdien. Donc le Sénégal s'est impliqué dans la lutte à plusieurs niveaux, permettant aux cadres et combattants de la liberté de se mouvoir en toute latitude sur notre territoire et en dehors. Ces cadres et militants, connaissant intimement le Sénégal et ses cultures, contribuant largement à implanter les structures du mouvement indépendantiste dans la région ouest africaine. Partout au Sénégal, le militant capverdien était chez lui, de la cité capverdienne au quartier de Sicap, ou de la Médina de Dakar à Ziguinchor, Bignona, Oussouye, Cabrousse et dans la campagne casamançaise. Ici et là, il a forgé une partie de son âme de militant panafricain engagé pour la lutte de libération nationale. Au plan diplomatique, l'isolement de la puissance coloniale fut un pas décisif dans la marche vers la libération et la liberté. Les autorités sénégalaises ont continué à suivre de près ce qui se passait au Portugal. Le succès diplomatique de la lutte de libération provient en grande partie du rayonnement de Amilcar Cabral, mais aussi d'hommes et de femmes comme les cadres et militants indépendantistes résidant au Sénégal
qui furent un acteur capital et décisif dans la lutte. Il en est ressorti des liens indéfectibles qui survivront à tous les soubresauts de l'histoire parce que fondés sur les intérêts majeurs de nos peuples et aujourd'hui entretenus avec vigueur par nos deux États. Ces liens, nous les traduisons à l'UCAD depuis toujours dans le champ académique par des accords de coopération entre nos universités publiques. Ainsi, l'Université de Mindelo et l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar ont signé le 21 novembre 2011 une convention pour un partenariat de qualité. Le 28 juillet 2015, nous avons reçu la visite de Mme Judith Medina de Nascimento, rectrice de l'Université de Cabo Verde. À cette occasion, la décision a été prise de mettre en place une coopération tripartite entre nos deux institutions et l'Université Assane Seck de Ziguinchor, centrée sur les métiers de la traduction et de l'interprétariat. L'Université Cheikh Anta Diop accueille par ailleurs chaque année plus d'une trentaine d'étudiants ressortissants de la République de Cabo Verde qui poursuivent des études dans les différentes facultés, écoles et instituts. L'Institut de français pour étudiants étrangers en a accueilli 40 en 2018-2019 pour une mise à niveau linguistique avant l'intégration des autres établissements de l'institution. Cet institut a ainsi formé des centaines d'étudiants capverdiens au long de ces décennies. Toutes nos facultés et l'École supérieure polytechnique ont régulièrement reçu et formé des étudiants qui constituent depuis lors, nous n'en doutons pas, des ambassadeurs de notre institution accréditée en République de Cabo Verde. Nous avons la ferme volonté de porter ces échanges à la hauteur de l'ancienneté et de l'excellence des relations historiques qui unissent nos deux pays. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables invités, cette histoire de la coopération est largement intérieure à l'expérience coloniale. Elle se noue au moins pour ce qui est des temps modernes avec l'ouverture de l'Atlantique. L'économie mercantile qui a déporté des millions d'Africains dans les plantations et les mines des Amériques a été expérimentée dès le milieu du XVe siècle aux îles du Cap-Vert et à Sao Tomé et Principe par le Portugal, principale puissance de l'époque. Cette expérience, aussi coûteuse que douloureuse en vie humaine, détruite par l'appât du gain sans borne, porté par le capitalisme naissant, continue d'habiter notre actualité. Pour éclairer les choix à faire devant les multiples contraintes qui entravent nos économies et nos pays, il s'impose à toutes les sociétés une prise en charge des défis du développement par l'éducation, puisqu'il est maintenant admis que le capital humain est la ressource principale du développement. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sommes honorés de dialoguer avec vous de ces questions d'actualité sur lesquelles vous avez bien voulu délivrer lors de votre dernière visite un message mobilisateur à l'Afrique en général et à la jeunesse africaine en particulier. C'est le lieu d'affirmer solennellement que la jeunesse n'est pas un problème, mais une solution. Un puissant levier pour le développement de l'Afrique à une condition nécessaire qu'elle soit éduquée et conduite dans sa marche vers les idéaux de liberté et de progrès. Rappelons-nous son rôle dans les périodes critiques de la marche du continent. À la fin du XIXe siècle, pour ne prendre que cet exemple, la conquête coloniale scelle alors le sort des régimes militaires en Sénégambie, organisateurs autochtones de la traite qui, par ce fait, avaient perdu toute légitimité populaire. De jeunes leaders, adeptes du soufisme, reprennent alors la tradition de contestation des logiques prédatrices des élites esclavagistes et développent une stratégie de conquête des âmes par l'éducation, visant à forger un homme nouveau au sein de nouvelles communautés de la foi hostiles aux jeux politiques mortifères des élites prédatrices. Ils organisent des communautés autour de la foi et réussissent par l'éducation à contenir l'effet dévastateur du projet culturel colonial de l'époque. Hier comme aujourd'hui, l'éducation s'est ainsi révélée comme le meilleur levier à l'érection de la liberté et l'épanouissement de la fraternité. Sur ce terrain, l'école publique a montré toute son efficacité. Et c'est cette école qui a donné aux élites africaines du passé et du présent le rôle de conducteur de la marche de l'Afrique en ces chemins sinueux de la liberté et de la fraternité. Dès lors, un juste retour des choses exige de nous autres universitaires et chercheurs
qui avons bénéficié hier des bienfaits de l'éducation gratuite, l'engagement militant pour la préservation de l'esprit du service public de l'éducation au service du plus grand nombre. Ce faisant, nous contribuerons alors à faire rêver la jeunesse africaine en un avenir meilleur en Afrique. C'est la condition même de notre montée collective vers toujours plus d'humanité, plus de liberté et plus de fraternité. Nous terminons cette adresse de bienvenue, Excellence, Monsieur le Président, en vous assurant de notre volonté à toujours œuvrer pour le renforcement des relations d'amitié et de fraternité tissées entre nos deux pays dans le domaine qui est le nôtre, l'institution académique au service de la jeunesse et du développement. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables invités, chers collègues et étudiants, je vous remercie de votre aimable attention. Un grand merci à M. le recteur Ibrahima Diop pour le pertinent rappel de la dimension panafricaine de notre université. À présent, nous invitons le professeur Alassane Kanté, doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques, à faire les éloges du président George Carlos Fonseca. Permettez-moi d'abord de saluer les éminentes personnalités ici présentes et le charmant public, tout en vous priant d'accepter ma profonde gratitude. Je veux naturellement commencer par Monsieur le Président de la République du Cabo-Verde, Son Excellence Jorge Carlos Fonseca. Ensuite, saluer la présence de Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et son homologue capverdien ici présent. Je veux aussi saluer la présence du ministre d'État Landing Savané, saluer Monsieur le recteur, président de l'Assemblée de l'Université Cheikh Anta Diop, le professeur Ibrahima Diop, et saluer Mesdames et Messieurs les représentants diplomatiques au Sénégal en vos titres et grades, Monsieur et Madame les membres de l'Académie des sciences du Sénégal, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil restreint de l'université, chers collègues enseignants et chercheurs, chers collègues venus d'Afrique et d'Europe, car en effet, actuellement nous sommes en train d'organiser un colloque international au niveau de la faculté de droit, mais on a été obligé de suspendre ce colloque pour permettre à nos augustes invités de participer à cette cérémonie solennelle. Saluer aussi la présence des personnels administratifs, techniques et de services, la présence de nos chers étudiants et les honorables invités en vos titres et grades. Monsieur le Président, votre venue à l'occasion de votre visite au Sénégal, dans ce lieu qui symbolise la vie de l'esprit, honore toute la communauté universitaire sénégalaise. C'est pour nous une marque de considération à laquelle nous sommes particulièrement sensibles. Mais votre présence parmi nous revêt un cachet encore beaucoup plus symbolique, puisqu'elle nous offre l'heureuse occasion de recevoir et d'honorer un père. Oui, je dis bien un père, car Monsieur le Président de la République, vous êtes avant tout un chercheur, un professeur, c'est-à-dire une personnalité scientifique éminente. Donc je dirais, bienvenue dans votre milieu naturel, Monsieur le Président. Et dans votre langue au Cap-Vert, on dira Seja bem-vindo na Sénégal, seja bem-vindo na Universidade de Dakar, seja bem-vindo na Faculdade de Direito. Monsieur le Président, chers membres de l'Assemblée de l'Université, chers invités, la cérémonie qui nous réunit ce matin revêt deux intérêts. D'abord, elle nous offre l'occasion d'entendre son Excellence sur la problématique de l'homme et la parole, les chemins sinueux de la liberté et de la fraternité. Et puis ensuite, à notre institution universitaire, de renouer avec une tradition qui est fortement ancrée dans les usages des grandes universités contemporaines. Je veux parler de l'attribution du titre de docteur honoris causa.
Mais avant de continuer, qu'il me soit permis de rappeler, pour que nul n'en ignore, que le doctorat honoris causa est un titre honorifique qui est décerné par une université à une éminente personnalité. C'est justement en raison de cela que les autorités sénégalaises ont, depuis 1974, signé un décret afin de définir le cadre juridique relatif à la délivrance du titre de doctorat honoris causa. Et justement, ce décret prévoit que l'Université de Dakar peut proposer l'attribution du titre à des personnalités étrangères en raison des services éminents rendus aux sciences, aux lettres et aux arts, ainsi qu'au Sénégal ou à l'Université de Dakar. Monsieur le Président, c'est dans la suite logique de cette perpétuation de cette tradition que l'Assemblée de l'Université Cheikh Anta Diop a par délibération décidé de vous décerner le titre de docteur honoris causa afin d'honorer votre personnalité multidimensionnelle et de vous témoigner toute notre admiration. Cette décision confirme au demeurant la délibération de l'Assemblée de la Faculté des sciences juridiques et politiques qui s'est prononcée favorablement à l'unanimité, et je souligne, c'est à l'unanimité que le titre vous a été accordé. Avec le brillant résultat obtenu au dernier concours d'agrégation des sciences juridiques et politiques, je donne les résultats. 7 admis, dont 2 majors et un vice-major. Notre établissement se positionne comme la première faculté de droit et de sciences politiques de l'Afrique noire francophone. Et c'est justement cette entité, Monsieur le Président, qui vous décerne ce titre. Monsieur le Président, cher professeur, vous êtes né au Cap-Vert, dans la ville de Mindelo, à l'île de Sao Vicente, en 1950. Vous êtes marié et père de 3 filles. Et comme on a l'habitude, on a coutume de le dire, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Et justement, c'est très jeune que vous avez pu réaliser tout ce parcours élogieux, aussi bien que ce soit au plan scientifique, au plan pédagogique, qu'au plan politique et culturel. Et je vais revenir sur chacun de ces points. Et tout d'abord, au plan scientifique et pédagogique, on peut relever que vous avez fait votre cursus primaire et secondaire dans votre pays d'origine, le Cap-Vert. Et puis ensuite, vous avez entrepris des études à Lisbonne, au Portugal. Vous avez obtenu la maîtrise juridique et sciences juridiques. Et cette obtention est accompagnée d'une mention très bien. Ça veut dire que donc vous étiez un excellent étudiant. Et c'est ainsi que la vie de votre qualité de chercheur a commencé jusqu'à ce que vous puissiez accéder au grade de professeur assistant à la faculté de droit de Lisbonne. Et pendant plusieurs années, vous avez enseigné des disciplines aussi importantes que la procédure civile, le droit pénal, la procédure pénale. Et vous avez également enseigné ces mêmes disciplines à l'étranger, en particulier en Allemagne et au Portugal. Monsieur le Président, par la suite, vous avez été consacré directeur résident et professeur agrégé invité à l'Université de l'Asie orientale. Et c'est fort de ce prestigieux grade d'agrégation et de votre expérience scientifique et pédagogique que vous avez réussi à cofonder et occuper le poste de président et professeur à l'Institut supérieur des sciences juridiques et sociales du Cap-Vert et président de la Fondation Droit et Justice. Et votre vie scientifique ne s'est pas limitée à l'enseignement, car en effet, vous êtes un éminent intellectuel ayant réalisé beaucoup de productions scientifiques. Et au-delà de la production juridique, vous avez étendu vos recherches jusqu'à s'intéresser à d'autres domaines, en particulier dans le domaine des sciences sociales. C'est ainsi qu'on peut relever à votre actif la publication de plusieurs ouvrages, on peut en dénombrer au moins une douzaine. Également une 50aine d'articles publiés dans des revues qui sont particulièrement cotées. Et également, Monsieur le Président, vous êtes membre de Société de Savoir. C'est ainsi que vous êtes membre du comité de rédaction de la revue d'économie et de droit du Portugal. Alors, je le disais tout à l'heure, au-delà des questions juridiques,
vous vous intéressez aux questions littéraires. C'est ainsi que vous avez publié des ouvrages de poésie tels que Le silence accusé de haute trahison, Porte en délire, L'auberge espagnole, etc. Ensuite, vous avez fait des publications littéraires au Cap-Vert, au Portugal, au Brésil, aux États-Unis, à Cuba, etc. Alors, au-delà de cela, vous avez eu également à animer des conférences, et M. le recteur l'a rappelé, parmi lesquelles des conférences qui ont été donc accordées à l'université Cheikh Anta Diop. En tant que maintenant expert consultant, M. le Président, vous avez participé à la rédaction de la Constitution du Cap-Vert en 1992, participé également à l'élaboration de plusieurs projets, tels que le Code pénal, le Code de procédure pénale. Vous me disiez tout à l'heure que vous êtes un pénaliste, et ça confirme à travers ces multiples travaux réalisés, ainsi que l'étude sur l'état de la justice au Cap-Vert. Alors, vos domaines de compétences ne sont pas limités seulement au Cap-Vert, puisque également vous avez été sollicité au plan international, dans la mesure où vous faites partie des rédacteurs de la Constitution du Timor-Est vers les années 2001-2002. Quid maintenant au plan politique et administratif. On sait que très jeune, vous êtes engagé politiquement. On dit même que c'est à l'âge de 17 ans, en militant dans les structures du Parti africain de l'indépendance de l'Afrique, de la Guinée et du Cap-Vert. Et justement, pendant la période du parti unique dans votre pays, vous avez pris courageusement vos responsabilités pour justement créer ce que l'on appelle à l'époque les cercles capverdiens pour la démocratie et également participer à la création de la Ligue des droits de l'homme au Cap-Vert en 1982. Votre parcours maintenant sur le plan administratif nous révèle que vous avez été directeur de l'immigration et des services consulaires au ministère des Affaires étrangères du Cap-Vert avant d'accéder au poste de premier secrétaire général du même ministère. Et par la suite, vous avez été le premier ministre des Affaires étrangères de la Deuxième République vers les années 1993, avant justement, fait marquant, de faire élire votre pays au prestigieux Conseil de sécurité des Nations Unies. Le summum de votre carrière politique, Monsieur le Président, c'est qu'en 2001, vous avez été élu président de la République du Cabo-Verde. Certainement, c'est satisfait de vos prestations à la magistrature suprême, Monsieur le Président, que le peuple capverdien vous a renouvelé sa confiance en 2011 et également l'a réitéré en 2016, ce qui fait que jusqu'à présent, vous êtes là, président de la République du Cabo-Verde, Monsieur le Président de la République. Et votre travail a également fait l'objet de reconnaissance, aussi bien dans votre pays qu'au plan international, et cela s'est traduit par un certain nombre de distinctions. Alors, au plan national, Monsieur le Président de la République, vous occupez le 2e degré de l'ordre Amical Cabral et le 1er degré de l'ordre du Volcan. Ensuite, vous êtes aussi citoyen d'honneur de Cidade Vela. Au plan international, Monsieur le Président de la République, vous avez reçu de très hautes distinctions de plusieurs pays, dont mon pays, le Sénégal, mais également du Brésil, du Portugal, du Grand-Duché de Luxembourg, des Pays-Bas, de la Serbie et de la République tchèque, etc. Monsieur le Président de la République, au vu de ce brillant et exceptionnel parcours, nous sommes conscients que vous êtes un intellectuel avisé et une voix autorisée pour présenter le pertinent et actuel thème sur l'homme et la parole, le chemin sinueux de la liberté et de la fraternité. Monsieur le Président de la République, muito obrigado. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci au professeur Alassane Kanté. Nous connaissons mieux notre hôte. Nous avons bien compris son parcours et nous ne sommes pas étonnés qu'il soit président de la République de Cabo-Verde. Nous allons demander à un étudiant de langue romane de venir offrir au président un poème.
avant la suite de la cérémonie. Bonjour, chères éminentes personnalités ici présentes. Bonjour, chers charmants publics. Je m'appelle Amadou Baldé, étudiant et professeur vacataire au département de langue romane, section de portugais. Permettez-moi, au nom du département de portugais, d'adresser les mots de bienvenue au professeur Jorge Fonseca. Senhor Presidente, em nome do departamento, seja bem-vindo. E desculpe, nós lamentamos o número reduzido de estudantes aqui presentes. Como você pode compreender, as aulas até agora ainda não começaram no departamento. É por isso, pode ser questão de férias. E nós gostaríamos que o acolhimento fosse mais vivo. E obrigado pela compreensão. E como uma prenda dos estudantes, como você é uma personalidade que sempre lutou para uma sociedade livre e mais justa, vamos ler um poema de Manuel Lopes, Soneto à Liberdade. Soneto à Liberdade. Primeiro te virás, depois da tarde, com terras, mares, algas, vento e peixe, trarás no ventre a marca das idades e a inquietude dos pássaros libertos. Virás para o enorme silêncio, flor boiando na órbita das águas. Tu não verás o fúnebre das horas, nem o canto final do sol poente. Primeiro tu virás, depois da tarde, sem desejos de amor, virás sozinho. Como o nome, saudade, virás única. Eu não terei a posse do teu corpo, nem me batizarei na tua essência, mas primeiro tu virás, eu moro livre. Muito obrigado pela atenção.